Joint sur ce plateau Nicole Bricq, bonsoir, ancienne ministre, sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne. Vous soutenez Emmanuel Macron dans cette campagne pour la présidentielle. Merci d'être avec nous. Stanislas de Bensman, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, président de Devoteam et vous soutenez François Fillon dans cette course à la présidentielle. Éric Coquerel est également avec nous sur ce plateau. Vous êtes coordinateur politique du parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Et j'accueille Jérôme Rivière, bonsoir, entrepreneur, membre du comité stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Première question pour vous, Nicole Bricq. Ce Made in France, ce patriotisme économique, on voit que tous les candidats finalement reviennent à cette forme de protectionnisme, de patriotisme économique. Quelle est la position d'Emmanuel Macron sur ce point? Le Made in France, tout le monde est pour. Encore faut-il s'entendre sur le terme, sur ce qu'il recouvre. S'agit-il de protéger ? Et avec Emmanuel Macron, je pense que la meilleure protection, c'est celle de la compétitivité qui passe par la qualité, la montée en gamme. C'est tout un travail qui a été fait, mais pas suffisamment, et qu'il faut amplifier. Et puis, on peut aussi s'interroger sur le fait de savoir où est la protection nécessaire et le protectionnisme. Ce qu'on sait, c'est que si c'est ça, il y a des mesures de rétorsion, il y a une diminution des échanges. Et quand dans une économie mondialisée, la diminution des échanges, ça a un impact sur le niveau de la croissance, donc de la production de richesse. Donc il faut vraiment s'entendre sur le terme, mais si je prends un exemple, moi je suis pour que les ouvrières de Lure qui ont été en procès pendant des années, qui les ont obligés à fermer avec un grand groupe du luxe, qui font de la maille française. Je suis pour que ces 10 ouvrières retrouvent leur travail de haute qualité. Toute la question, effectivement, où on place le curseur, Stanislas de Bensman. François Fillon aussi en a parlé quand il a présenté son programme en détail lundi, de ce patriotisme économique. Ça, c'est une bonne solution. C'est quelque chose que tous les candidats doivent avoir en tête aujourd'hui. Même constat, je pense que si la politique économique d'un pays est tournée vers la compétitivité de son économie, si on recherche à avoir les meilleurs atouts pour que les entreprises puissent se développer, et la TVA sociale que propose François Fillon est un des exemples, c'est-à-dire que les Scandinaves ont bien réussi à faire en sorte que le poids de la protection sociale soit plus poussé vers les importations également, et non pas seulement sur les entreprises qui produisent sur le territoire. Donc, il y a des choses intelligentes à faire. Il y a aussi des entreprises stratégiques. Par exemple, l'énergie doit certainement être des secteurs de l'économie où il faut faire vraiment attention. Après, nous, on pense que la petite musique protectionniste qui monte partout sur la planète, en fait, c'est un jeu perdant-perdant. Parce que le commerce mondial a enrichi énormément la planète. Il y a des sujets à traiter, par exemple d'écologie, mais a globalement enrichi la planète, parce que dans le commerce, quand vous commercez avec les autres pays, vous allez mettre le meilleur de vous-même, les autres apportent la même chose, et ensemble, on crée de la richesse. Si on met des barrières, on crée de la pauvreté des deux côtés. Voilà. Et ça, c'est finalement tout le développement du XXe siècle qui est un développement. Donc il faut cibler des domaines prioritaires, là où on fait du patriotisme économique, sinon on laisse aussi la mondialisation faire son œuvre, j'ai envie de dire. On laisse les pays s'enrichir mutuellement de leurs meilleurs produits. Voilà. Et c'est ça qu'on a oublié. On croit que ce que vous sembliez, on les laisse s'entretuer. Non. Le XXe siècle a créé de la richesse sur la planète, et grâce au commerce, grâce aux échanges. Et quand on met des murs, on s'appauvrit. Quand on s'ouvre, on s'enrichit mutuellement. Éric Coquerel, quelles sont les propositions en la matière? Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'on est parfois sur ce chemin ténu entre, on l'a dit, patriotisme économique et puis protectionnisme. Non, on n'est pas sur un chemin ténu. Oui. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il y a un très grand bruit depuis une trentaine d'années sur la planète qui s'appelle le libre-échange. Voilà. Et il n'y a pas de perdants-perdants, il n'y a que des perdants qui sont les peuples. Bon. Le libre-échange généralisé avec la possibilité d'abaisser les barrières douanières, ce que maintenant on nous propose avec le CETA-TAFTA, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus une quelconque protection par rapport à des normes sociales et écologiques, on voit ce qui se passe sur la planète. C'est une augmentation du chômage, c'est un coût écologique catastrophique,
parce qu'on ne peut plus se permettre comme ça d'amener des marchandises que vous pouvez produire dans un pays de l'autre bout de la planète, on le voit sur les questions de climat. Donc tout ça est un bilan catastrophique. Et je vous rappelle que la dernière grande période de libre-échange et de tout marché que nous avons connu, c'est celle d'avant la guerre de 14 qui s'est terminée par la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça entraîne les peuples en concurrence les uns contre les autres. Donc je ne suis pas d'accord avec cette vision angélique du libre-échange, d'autant plus que ceux qui en profitent et ce vers quoi est tournée l'économie, c'est uniquement une certaine forme de capitalisme. Je ne vous ai pas interrompu, une certaine forme de capitalisme qui sont ceux de la rente capitaliste qui, elle, se porte très bien depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut faire justement des politiques de coopération et de protection. Nous avons par exemple une forme de protectionnisme que tout le monde revendique en France, le TISA sur le cinéma, d'accord, qui n'empêche pas le cinéma français de s'exporter, mais qui permet d'avoir une exception du cinéma français qui permet de continuer à avoir un cinéma de qualité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos pays voisins. Donc il faut une protectionnisme, et le protectionnisme, soit à l'échelle européenne, si nous pouvons le faire, convaincre nos partenaires, mais sinon à l'échelle nationale, avec effectivement des normes sociales et écologiques qui ont un effet vertueux. C'est qu'en réalité, ça permet non plus un nivellement par le bas de tous ceux qui travaillent sur cette planète, mais au contraire une aspiration par le haut. Et si je termine juste, oui. Nous avons en plus ajouté le fait que ce libre-échange est absolument catastrophique dans l'Union européenne, puisque là, il y a un libre-échange total, sans aucune harmonisation sociale et fiscale. C'est le seul endroit de la planète où vous avez un espace géopolitique qui se permet ça, avec les catastrophes qu'on connaît actuellement. Jean-André Via, est-ce que vous réjouissez de voir que ces concepts de patriotisme économique, finalement, se retrouvent également dans les présents des autres candidats? Je ne me réjouis pas, parce que c'est chaque fois le même cirque, c'est les mêmes slogans de campagne. Vous avez deux candidats, Macron-Fillon, qui aujourd'hui nous disent que c'est important de faire du patriotisme économique. La réalité, c'est qu'en aucune façon, ils sont en capacité de pouvoir proposer quelque chose de construit, puisque vous avez l'Union européenne. Mais non, on dit qu'on tant peut que nous, pas allez-y, Jean-André Via. Vous nous dites que j'ai pas dit ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, il n'est pas possible d'appliquer des mesures qui permettent de mettre en protection, d'une part, les travailleurs français, d'autre part, les entreprises, et de réaliser ce que nous appelons, ce que notre candidate Marine Le Pen appelle de ses voeux, le patriotisme économique. Je vais vous donner quelques exemples simples en matière de politique stratégique. Nous souhaitons un État stratège. Nous souhaitons notamment la création d'une autorité de sûreté économique. La raison, c'est qu'aujourd'hui, les différents gouvernements qui se sont succédés, et je vous rappelle que je le connais de l'intérieur, j'ai été député UMP, donc je connais la petite cuisine interne. Airbus, la société Airbus aujourd'hui est une société qui a totalement échappé au contrôle de l'État français, alors que c'est une société stratégique. Un exemple, le directeur technique d'Airbus Group est un Américain qui vient de l'agence militaire, de la recherche militaire américaine. Ce serait impossible aux États-Unis. Donc quand on dit que les autres pays ne se protègent pas, ça n'est pas vrai. Les Américains se protègent. On n'aurait jamais pu avoir un Français ou un Allemand à la tête de la recherche de Boeing. En France, aujourd'hui, l'abandon que nous avons fait de toute barrière, de toute méthode de protection, fait que nous avons des entreprises stratégiques telles qu'Airbus qui ont disparu du contrôle français. Et avec notamment cette autorité de sûreté économique, ça fait partie des mesures que nous proposons. C'est un Français d'origine africaine qui est à la tête de la NASA. Donc les Américains, s'ils ont une chose négative, c'est qu'ils vont chercher les talents partout sur la planète et ils nous pillent un peu. Donc là, c'est pour ça que c'est tout à fait en matière stratégique, c'est 2%, vous savez. Et bien sûr, mais moi je pense que les Américains... Est-ce que c'est compatible justement avec les règles? Ils ont raison. Bien sûr. S'il vous plaît, Eric Coquerel. Et leur économie n'est pas en si mauvais état, que vous trouvez pas moins bonne que l'Union européenne. Pas tous en même temps, sinon on s'entend pas. Nicole Bricq, est-ce que c'est compatible ces mesures de patriotisme économique avec les règles justement de concurrence européenne? On peut prendre le slogan, mais moi c'est pas mon sujet de prendre un slogan qui est prôné peut-être par d'autres. Moi je sais ce que Emmanuel Macron veut faire, et c'est vrai qu'il est juste de parler. Parce que quand on dit produire en France, on tangente la politique commerciale. Bon, c'est important. La politique commerciale, elle est à l'échelle de l'Union européenne. Elle est comme la PAC depuis le traité de Rome européenne. Hein. Donc, il faut être capable d'avoir des mécanismes de défense. C'est vrai que les États-Unis ont des mécanismes de protection. Pour lutter contre les délocalisations, notamment. C'est pour ça qu'il faut, comme le prône Emmanuel Macron, faire un Buy European Act. C'est-à-dire, vous voulez avoir accès au marché public européen? Eh bien, nous vous demandons, c'est la proposition d'Emmanuel Macron,
de produire au moins la moitié, faire une production de la moitié. Et c'est la raison pour laquelle il va tous les chercher la pays bénédiction demandent de des Madame productions Merkel, locales. puisqu'en fait, il nous explique très Ne clairement mélangeons pas les qu'il n'est sujets pas en et laissez-moi situation finir mon aujourd'hui de propos, ce proposer sera une mieux. protection pour les Français. Il propose aussi d'utiliser des instruments que nous avons, nous, en France, notamment dans les filières industrielles et dans les entreprises stratégiques, et pas que de la défense, d'étendre ce mécanisme de protection à l'Union européenne. Quand les Chinois ont inondé la planète de leur acier et ont mis en danger tout l'acier européen, qui a été le premier à aller à Bruxelles ? C'était Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Ce matin, on a vu Benoît Hamon qui propose des nationalisations oui, mais la France, temporaires pour lutter contre les délocalisations. Vous interrompez Oui. pas, Vous n'allez pas la mettre en ailleurs, elle est là. Éric Coquerel, Benoît Hamon a proposé ce matin des nationalisations temporelles pour justement lutter contre les délocalisations. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon y est favorable également ? Mais nous, on n'est pas pour des nationalisations temporaires, on est pour des nationalisations tout court si c'est nécessaire et s'il faut sauver un outil stratégique industriel. Par exemple, je donne un exemple. Nous sommes pour le développement des énergies renouvelables maritimes. On a besoin d'éoliennes. Le quinquennat auquel M. Macron a participé s'est débrouillé pour faire en sorte que Alstom a vendu à General Electric et Areva a vendu aux Espagnols avant de vendre maintenant à Siemens en Allemagne. Nous ne sommes plus en capacité de produire. Il faut donc, par exemple, si il n'y a pas d'autres moyens, faire en sorte de nationaliser et de reconquérir un outil qui nous sert pour l'énergie renouvelable. C'est un exemple pour vous donner. Et je crois que la question du patriotisme économique, il ne suffit pas de mettre une étiquette Made in France pour faire en sorte de produire à des normes sociales et écologiques supérieures et faire en sorte qu'on s'entende dans des accords de coopération, parce qu'il y a des accords de coopération qui sont nécessaires avec nos voisins ou des pays commerciaux sur des bases justement toujours plus hautes et d'interdire aussi certaines entrées, par exemple ce qui se fait avec le travail des enfants, par exemple ce qui se fait sur des critères écologiques catastrophiques. Stanislas de Bensemann, c'est une question des proposition d'Emmanuel Macron. Et comment on lutte contre les délocalisations? Il l'a fait, il l'a dit, il est candidat à la présidence Comment on de la empêche la fermeture, par exemple, d'Alstom ou de Florange? Comme entrepreneur du digital, ce que j'entends me laisse les bras ballants. Il va se passer une chose dans les 5-10 ans à venir, c'est que nous avons 30 millions de salariés qui vont changer d'emploi. Et ils vont changer d'emploi dans un univers complètement ouvert. Parce que personne ne va arrêter la transformation digitale de la planète et encore plus de l'Europe, encore plus vite, parce qu'il faut qu'on soit à la pointe de ça. Donc c'est 30 millions de salariés qui, pour garder leur emploi, vont devoir se transformer, se reformer. Donc le sujet de la formation, il est complètement clé. Et trouver un espace forcément au minimum européen pour développer les produits qui vendent. Parce que sinon, si on reste concentré sur on n'aura plus un produit français. Et surtout, on n'aura plus d'emploi. Ne soyez pas déclinistes comme ça par rapport à ce que nous sommes capables de produire. Vous avez beaucoup dit qu'il ne fallait pas intervenir dans les conversations des autres. Comment on fait pour lutter contre les délocalisations? On ne doit pas intervenir. Comment on empêche la fermeture de Florange ou d'Alstom? La seule intervention que j'ai faite, c'est quand monsieur a dit ce que j'avais dit. Et j'ai corrigé ce que j'avais dit. Voilà. Sinon, je ne vous ai pas du tout interrompu. Donc, comme vous avez été très en pointe sur ce... Comme vous avez été très en pointe. Donc, je pense, si vous voulez, que ce qu'on vit dans le digital, et ce que je vis dans le digital, est encore très peu appréhendé par nos hommes politiques qui le voient d'un peu loin. Oui. Or, c'est ça le sujet. Tout l'univers digital, toute l'économie digitale, c'est une économie qui est complètement ouverte, qui est faite Donc on fait un trait sur les emplois industriels, même s'il y a des destructions bien au contraire, on reconquiert nos outils industriels parce que nous avons des outils des industries de 4e génération où vous n'avez plus des ouvriers, vous n'êtes plus contre les ouvriers chinois, vous êtes dans des nouveaux outils qui apportent un bien meilleur service aux gens d'à côté. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut qu'on travaille sur la progression des salariés, donc leur formation. Donc là, il y a un vrai enjeu bien plus important que de vouloir ériger des barrières qui protégeraient, soi-disant. Et alors un État stratège, ça donne envie dans cet univers-là, l'État stratège, il est toujours en retard d'une génération. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez courir après Google tout seul dans quoi? L'État français va avoir une stratégie contre Google. Mais ça nous donne... mais il ne faut pas se laisser faire. Est-ce qu'on prend en compte cette évolution des emplois, des métiers décrite par Stanislas de Bensemann dans le programme de Marine Le Pen? Vous évoquiez au début de ce débat la clause Molière. Les travailleurs qui sont sur le terrain dans les entreprises de BTP ne vont pas tout de suite passer à l'économie digitale. Je vous assure, on continuera de fabriquer des immeubles, on continuera de construire des immeubles.
Attendez, vous passez votre temps à parler de 3D, c'est très bien. Je vous assure que quand vous vous baladez en France, il y a encore des gens qui travaillent avec des vrais matériaux, avec des vraies activités industrielles et qui ne sont pas immédiatement en contact de la 3D. Donc, je vais vous parler de cette clause Molière. Cette clause Molière, en fait, c'est une façon de rebaptiser ce que nous appelons la préférence nationale, qui fait effectivement partie des mesures de patriotisme économique que Marine Le Pen propose. Mais toutes ces mesures que nous proposons, d'ailleurs, la clause Molière, aujourd'hui soutenue par la plupart des régions, mise en œuvre par la plupart des présidents de régions républicains, et d'ailleurs, je crois aussi socialistes sur le sujet, elle ne peut être appliquée durablement parce que l'Union européenne va s'y opposer. Vous avez de toute façon cette directive Est-ce que ça favorise européenne. Vraiment l'emploi local? Mais bien sûr que ça résout l'emploi local. Quand vous avez chaque année 200 000 travailleurs étrangers qui arrivent légalement en France, c'est une façon d'abaisser le coût du travail, d'exposer nos compatriotes. Vous savez, monsieur, il y a une solution pour ça, c'est que tout le monde ait le même contrat de travail. C'est pas de faire des mesures discriminatoires. Les politiques qui sont menées depuis des années par les gouvernements qui se sont succédés sont une politique qui cherche à abaisser le coût du travail pour exploiter une main-d'œuvre de moins en moins chère. C'est ça la réalité. Et le patriotisme économique, quand ils en parlent, n'est pas faisable parce qu'ils n'ont aucune intention de remettre en cause les traités de l'Union européenne. Nicole Bricq, peut-être un sujet dont Valérie Coquerel sur cette... On parle de tout et pas de Oui, mais c'est vrai que c'est aussi la clause Molière. Je voudrais dire quand même que la fameuse clause Molière, bon, elle est illégale, c'est vrai, et elle est surtout inopérante, surtout quand on parle du BTP. On a créé dans la loi Macron la carte du BTP professionnel. Myriam El Khomri l'a mis en route sur un chantier avec le Premier ministre au début janvier et elle sera généralisée. Et si l'entreprise, quand il y aura des contrôles sur les chantiers, l'entreprise, les gars n'ont pas leur carte professionnelle, pendant un mois, on arrête tout le chantier. Donc ça va quand même faire peur à quelques-uns. Donc c'est non seulement illégal, mais inopérant. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le Made in France, puisqu'on revient au sujet, c'est produire en France. Bon, d'accord, mais il faut penser aussi à l'intégration dans la chaîne de valeur. Et on n'est pas seul au monde. Par exemple, quand vous utilisez votre Apple, 90% de la valeur est captée par les États-Unis, mais il est produit massivement en Asie. Donc voilà, et monsieur parlait tout à l'heure de la digitalisation, elle va être extrêmement utile dans l'industrie et elle permettra des relocalisations. Il y a un petit mouvement de relocalisation parce qu'on connaît les fournisseurs, parce qu'on connaît la qualité de la production en France. Et puis mais la bataille contre l'Ukraine n'est plus elle va permettre effectivement d'accélérer cette relocalisation. Éric Coquerel. Oui. Moi, je ne crois pas à cette histoire de compétences qui permettrait, par exemple, en France, de garder une technologie high-tech. Supposer que les Chinois ne pourraient pas la faire. Vous savez que les deux pays qui ont le plus d'ingénieurs par 100 000 habitants, c'est la France et la Chine. Bon. Donc la question, elle n'est pas de rentrer en concurrence avec tous les peuples du monde. Ça, c'est le libre-échange qui s'en charge. La question, elle est du fait que nous ne pouvons plus nous permettre, parce que le bilan des 30 ans, c'est ça, de faire en sorte que dans le monde, on puisse produire à des coûts socio-écologiques moindres et ensuite importer comme on le souhaite, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'encore une fois, une délocalisation sur deux se fait dans l'Union européenne. Donc c'est cette politique qu'il faut atteindre. Et par exemple, prenons la Chine, il y a des politiques de donnant-donnant qui peuvent être faites avec les Chinois. Les Chinois peuvent être prêts à des accords commerciaux, y compris de coopération, qui permettront par exemple que les normes sociales et écologiques montent en Chine, qui permettront d'importer éventuellement de Chine des produits que nous ne pourrons pas faire en France et vice-versa. Ça, c'est une bonne coopération. Ça vise aussi à faire en sorte qu'on revoie les accords commerciaux internationaux qui ruinent les pays du Sud, notamment agricoles, etc. Et qu'on revienne à une politique qui est écologiquement aussi responsable. C'est-à-dire ce que nous pouvons produire sur le terrain, nous le faisons, non pas par volonté d'autarcie. Moi, je m'oppose totalement à la clause Molière. Je suis pour que tout le monde ait les mêmes contrats de travail en France, mais ce n'est pas la question de couleur de peau qui importe, etc. La clause Molière, la langue, c'est pas la peau. Non, mais je connais la mesure démagogique et discriminatoire qui est derrière. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous.